parler donc de l'autoprélèvement vaginal qui pourrait être une voie donc, pour améliorer cette adhésion au programme de prévention. Bonjour à tous, donc merci effectivement pour l'excellente transition. Donc je m'appelle Ken Hagenwer, je travaille au Centre de coordination des dépistages des cancers, qui est la structure en Indre-et-Loire qui organise les programmes de dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal, et depuis 2010, d'un point de vue expérimental, le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Et on a travaillé à peu près depuis 2010 aussi sur l'autoprélèvement dans le cadre du dépistage du cancer du col. C'est une thématique qui est maintenant largement étudiée dans le monde, en France par un certain nombre d'équipes. Je vais essayer de vous présenter nos travaux qui se sont plutôt penchés sur une population générale couverte par l'assurance maladie, et ensuite éventuellement on pourra discuter ensemble comment on peut essayer d'appliquer cet outil à des populations plus spécifiques. Donc très rapidement, le cancer du col de l'utérus, c'est une réalité dans le monde qui est assez différente de la réalité française. C'est le quatrième cancer chez la femme dans le monde, avec plus de 500 000 cas et 266 000 décès. En France, c'est un cancer qui a beaucoup reculé dans les 20-30 dernières années, en grande partie grâce à l'utilisation non parfaite, mais à l'utilisation du frottis. Et maintenant, c'est le 11e cancer chez la femme. Il y a à peu près 1000 décès par an. À noter quand même que ce sont des décès qui surviennent chez des femmes jeunes, en général, une fois sur deux, avant 65 ans. Alors, vous savez que ce cancer est fortement lié à une infection par HPV, ou papillomavirus humain. C'est la cause du cancer du col de l'utérus. Et c'est un cancer qui se balade beaucoup et qui se transmet par voie sexuelle. Et il y a certains HPV qui peuvent être liés au cancer du col de l'utérus. Et donc c'est la famille des HPV oncogènes à haut risque, dont les 16 et 18 qui sont dans le vaccin. Alors, il y a maintenant une cinquantaine d'années, il y a un excellent test de dépistage qui a été développé par Papa Nicolaou, le frottis cervico-utérin, qui nécessite malheureusement un examen gynécologique pour être prélevé. Il faut que ce soit un prélèvement très précis au niveau du col de l'utérus. Et actuellement, les recommandations en France, c'est de faire un frottis de 25 à 65 ans, tous les 3 ans, après 2 frottis normaux à 1 an d'écart. Alors ça, ce sont des recommandations qui sont particulièrement mal suivies en France. On estime qu'il y a à peu près 6 femmes sur 10 qui sont dépistées. Sur les 6 femmes sur 10 dépistées, il y en a au moins la moitié qui font des frottis trop fréquemment. Donc en gros, en France, sur 10 femmes, il y en a 3 ou 4 qui font des frottis trop fréquemment et qui éventuellement vont avoir les effets secondaires néfastes de ce trop de dépistage. Et puis on a aussi à peu près 4 femmes sur 10 qui ne font pas assez de dépistage et qui vont avoir les effets négatifs de ce pas assez de dépistage. Donc on a un très bon outil qui est très mal utilisé. Donc l'idée, si on essaye de ne pas rester dans cette situation, c'est d'augmenter la participation et de faire en sorte que les recommandations soient mieux respectées et éventuellement aussi d'évoluer plus tard vers un test de dépistage qui soit plus performant. Alors, la première piste pour augmenter la participation, c'est de mettre en place un dépistage organisé. Ça, c'est quelque chose qui a été prévu dans le dernier plan cancer, annoncé par François Hollande 4 février de l'année 2013, 14. L'Institut national du cancer travaille activement en ce moment à dessiner la nouvelle stratégie du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Alors, une autre piste, et c'est sur celle-là qu'on s'est particulièrement penché, c'est de trouver un test qui soit peut-être plus accessible et plus acceptable, parce qu'on sait que si les femmes ne participent pas au dépistage du cancer du col de l'utérus, parmi les raisons les plus fréquemment évoquées, c'est notamment le fait que l'examen gynécologique, paraît-il, n'est pas un moment de pur plaisir, et d'autre part que certaines femmes ont des difficultés à trouver un professionnel de santé qui puisse réaliser cet examen, même si maintenant les gynécologues, certains médecins généralistes, les sages-femmes peuvent faire ces frottis. Par ailleurs, maintenant, on peut aussi faire du dépistage avec un test HPV, c'est-à-dire plus chercher des cellules qui sont anormales, mais vraiment la présence
du virus responsable du cancer du col de l'utérus. Donc en essayant d'associer un test plus acceptable et le test HPV, on arrive à l'idée de faire un autoprélèvement qui pourrait être vaginal, urinaire, vulvaire, sur lequel on demanderait à des femmes de réaliser elles-mêmes un prélèvement et on chercherait cette fois-ci donc la présence de l'HPV. Donc en 2008, on a commencé à travailler sur ce sujet et ce qu'on a voulu faire, c'est travailler en deux phases. D'abord, évaluer techniquement, est-ce que ça fonctionnait bien, est-ce qu'on arrivait à dépister le cancer du col avec cette technique, et d'autre part, de voir si proposer l'autoprélèvement à des femmes non dépistées, alors encore une fois, population générale plutôt couverte par l'assurance maladie, est-ce que ces femmes étaient sensibles et participaient à une sollicitation à faire un autoprélèvement. Alors, je vais vous présenter assez rapidement les résultats de notre étude. Donc, Apache 1, c'est des femmes qui consultaient en consultation de gynéco. On leur demandait de faire 2 autoprélèvements avant d'avoir un frottis. Donc, ça, c'était la petite notice qui leur était distribuée, qu'on a essayé de faire la plus simple possible. On a comparé 2 types d'autoprélèvements, un autoprélèvement sans milieu de transport et un autre avec milieu de transport. Et ensuite, les femmes avaient un frottis. On comparait le résultat des tests HPV faits sur l'ensemble de ces prélèvements, et le résultat a été que finalement l'autoprélèvement, qu'il soit avec ou sans milieu de transport, permettait de très bien détecter les infections à HPV qui étaient retrouvées au niveau du col de l'utérus. Donc c'est-à-dire qu'un autoprélèvement fait au niveau du vagin donnait une très bonne idée des infections à HPV qu'il pouvait y avoir au niveau du col de l'utérus, et qu'en plus, on pouvait se passer d'un milieu de transport liquide, ce qui, dans l'idée ensuite d'envoyer des prélèvements, de transporter des prélèvements, était quand même un élément de simplification très important. Donc, ça semble être une alternative possible au frottis, et ça allait tout à fait dans le sens des études qui a lieu dans de nombreux pays. Donc, on est passé à l'étape 2, et dans un contexte donc en Indre-et-Loire, avec un programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, on s'est adressé à des femmes qui n'étaient pas dépistées, qui avaient été invitées une première fois à réaliser un frottis et qui, 9 à 12 mois après, étaient toujours pas dépistées. On a tiré au sort 6000 femmes qu'on a randomisées, réparties dans 3 groupes différents, soit un groupe où on faisait rien de plus, soit un groupe où elles recevaient un courrier les incitant encore une nouvelle fois à aller faire un frottis, soit on leur a envoyé un autoprélèvement au domicile. Donc les femmes qui recevaient l'autoprélèvement recevaient ce petit kit avec un courrier d'invitation expliquant ce qui leur était proposé, une fiche d'identification, une notice, ce petit écouvillon tout simple pour faire l'autoprélèvement, et puis une lettre préaffranchie pour envoyer au laboratoire. Toutes les femmes qui réalisaient un autoprélèvement et qui avaient un HPV détecté et étaient ensuite adressées pour faire un frottis, parce qu'il y a quand même un moment où il faut aller consulter un médecin et faire le prélèvement gynécologique. Alors les résultats, 9 mois après l'intervention, parmi les femmes à qui on ne faisait rien de plus, pas de courrier, pas d'autoprélèvement, il y avait quand même 10% de femmes qui allaient faire un frottis. Donc ça, on peut imaginer aussi que les très longs délais pour avoir un rendez-vous chez le gynécologue peut expliquer que des fois, il faut attendre longtemps pour que les femmes puissent avoir leur frottis. Dans le groupe relance des femmes qui recevaient un courrier, donc on voit que finalement l'effet était assez ténu, et seuls 11,7% de femmes faisaient un frottis. Et alors là, c'est un petit peu plus complexe, mais on peut se concentrer sur le 22,5%. Donc les femmes qui recevaient une proposition à faire un autoprélèvement, on voit qu'il y en a 137 qui faisaient un frottis. On leur propose de faire un autoprélèvement et elles vont faire un frottis. Et 320 quand même qui faisaient un autoprélèvement. Donc ensuite, parmi ces 320 femmes, il y en avait 44 qui avaient un HPV positif et 40 qui réalisaient effectivement le frottis qui leur était recommandé. Donc globalement, un taux de succès de 22,5%, ce qui est assez encourageant parce qu'on fait 2 fois mieux que le reste, mais il y a quand même presque 80% des femmes qui restent non dépistées et donc 80% aussi des kits d'autoprélèvement qui sont un peu perdus dans la nature. Donc pour conclure, l'envoi de kits
au domicile, le kit pour autoprélèvement vaginal au domicile de femmes non dépistées, ça semble être une méthode efficace. On a fait une étude coût-efficacité aussi qui nous montrait que c'était un résultat qui était tout à fait satisfaisant. Donc maintenant, vous avez introduit en disant qu'il y a des nouveaux outils. C'est un outil qu'il faut apprendre à bien utiliser. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout miraculeux, hein, ça ne va pas remplacer le frottis, il faut simplement qu'on arrive à l'utiliser au mieux pour cibler les femmes, pour essayer de les faire participer. Donc, soit dans le cadre d'un programme de dépistage organisé à un moment du dispositif, soit pour des actions beaucoup plus ciblées vers des populations qui ont un profil particulier. Mais encore une fois, à chaque fois qu'on va souhaiter utiliser cet outil, il faudra vraiment penser à l'ensemble des paramètres. C'est comment c'est expliqué, comment c'est remis, est-ce que c'est envoyé, est-ce que c'est remis par un professionnel, ensuite quel test HPV on va utiliser, comment on s'assure que les femmes qui font un autoprélèvement vont ensuite bien rentrer dans la filière de soins, comment on les accompagne aussi pour leur donner ce résultat d'HPV positif, hein, ce n'est pas le même résultat qu'un frottis anormal. Donc l'ensemble de l'utilisation de cet outil doit être réfléchi et pensé dès le départ. Et donc j'espère bien que Médecins du Monde va contribuer à élargir les connaissances sur ce sujet, sur des populations peut-être un peu moins universelles, listes que celles qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant. Voilà, merci.